j'invite Jacques Bucchi, qui est donc président de l'association Quasi-Conditionnalité. Attends, je cherche la liste. Expert auprès du comité de pilotage de la transition énergétique, ancien représentant de l'AMF au CNTE. Donc Jacques, si vous pouvez clôturer et conclure cette table ronde et cet après-midi, je vous en remercie. D'abord, Madame la Ministre, je sais que vous devez nous quitter. Merci de votre éclairage. Vous êtes une contribution importante au débat d'aujourd'hui. Et je voudrais commencer, je ne l'avais pas prévu comme ça, mais par vous interpeller sur un point important. L'une des grandes conclusions de la Commission nationale de la transition énergétique est que le principal problème que la France aura à régler, c'est celui des blocages culturels dans la tête des Français. Et ce blocage-là, méfiez-vous-en. Nous sommes tous concernés par ces blocages-là. Ça, c'est un point essentiel et vraiment, j'y reviendrai dans un instant, faites l'effort de vouloir écouter, observer, comprendre sur non seulement ce qui se passe au Canada et aux États-Unis, mais ce qui se passe aussi autour de vous sur le plan des techniques. Je referme cette parenthèse-là, j'aurai l'occasion d'y revenir. La deuxième chose que je voulais évoquer, cela a été dit à plusieurs reprises, c'est que le sujet dont on parle, il est transverse et global. Et vous allez voir que ça nous conduit, même par des voies indirectes, très rapidement au problème que nous avons traité cet après-midi, c'est-à-dire de l'efficacité énergétique et du numérique. La ville, jusqu'à aujourd'hui, peut-être même déjà hier pour certaines villes, c'était un plan avec des bâtiments et on raisonnait sur une surface. Là-dessus, on a commencé à raisonner avec une couche au-dessus qui est celle de l'énergie. Et puis, au fur et à mesure que l'on avance, je vais faire très vite, on y a ajouté la couche du gaz. On y rajoute maintenant la couche des réseaux de chaleur, on y ajoute la couche des transports, on y ajoute la couche du numérique. Et on s'aperçoit que de plus en plus, l'ensemble de ces systèmes vont se connecter entre eux. Eh bien, je ne suis pas devin, mais j'observe ce qui s'est passé derrière pour essayer de comprendre ce qui va se passer devant. Hier, on téléphonait avec des fiches et des câbles. Aujourd'hui, sans chercher à comprendre, on a des outils comme ça, il n'y a pas de notice d'emploi. C'est simple, c'est efficace, on vit avec et on ne peut pas s'en passer. Eh bien demain, nous irons dans une ville où on vivra avec tous ces réseaux, on vivra avec tous ces volumes, on pourra plugger, on pourra enlever, on pourra supprimer, on pourra faire de l'efficacité, on pourra faire de la production par des systèmes intelligents qui seront à côté de nous, on ne s'en rendra même plus compte. Le numérique, c'est la voie de demain obligatoire. Ce qui ne veut absolument pas dire que nous devons à côté, oublier les techniques qui, tout à l'heure, je l'ai senti comme ça dans les conversations, s'opposaient un tout petit peu. J'ai compris que, tout à l'heure, Jean-Pascal, j'ai cru comprendre ça, en tous les cas, Jean-Pascal Chira disait, mais ça va être la mort de nos métiers. Non, ce n'est pas la mort de vos métiers. C'est au contraire l'opportunité pour vos métiers que de comprendre que l'intelligence que vous placerez au bon endroit sera un moteur considérable pour les métiers que vous portez aujourd'hui. Mais il faut d'abord comprendre que ça passera par l'intelligence. Ce n'est pas dans 3 ans. Ce dont je vous parle, c'est aujourd'hui. C'est déjà hier pour certains, puisque ça fonctionne. Bien évidemment, ce n'est pas vulgarisé comme le sont les isolations par le toit, par le chanvre ou je ne sais quoi d'autre. Mais ça existe. Donc nous sommes dans ce temps-là. Je voulais attirer votre attention là-dessus avant de vous présenter rapidement quelques points d'observation, parce que je ne l'ai pas dit, mais moi je ne suis pas ici pour défendre une casquette, je ne suis pas ici pour défendre un produit, je respecte tous ceux qui le font, et tant mieux qu'il y en a motivés comme ceux que nous avons aujourd'hui. Mais je suis là comme témoin, membre de la Commission nationale, expert auprès du comité de pilotage de la loi, je rencontre plein d'experts, j'observe, je rapporte, et aujourd'hui, modestement, je témoigne. Et de quoi est-ce que je veux témoigner aujourd'hui ? D'où venons-nous, où allons-nous? Je vais le faire très vite. D'abord, ça. Ça, c'est bien évidemment 25 millions de logements qu'il faut rénover. Mais derrière ça, je ne vais pas essayer de départager mon amie Catherine Méry de l'ANA ou mon ami Bruno Renders de Luxembourg sur le coût que ça représente. Mais personne ne pourra m'enlever de l'esprit que le montant des aides aujourd'hui appliquées à un tel volume de logements, ce ne sera pas possible sur la durée. Et qu'il va falloir trouver des solutions intelligentes. Mais je vous rassure, on va les trouver.
On va les trouver. Le deuxième dessin que je voulais vous montrer, il est connu de tout le monde. C'est une banalité pour vous tous qui êtes ici. Mais avec, quand même, si on observe un tout petit peu, une remarque. Et je vous pose la question, est-ce que l'efficacité énergétique, c'est la rénovation? Non, l'efficacité énergétique, ce n'est pas la rénovation. L'efficacité énergétique, c'est la somme de deux facteurs. La rénovation, bien évidemment, mais le comportement. J'y reviendrai dans un instant, mais on l'a peut-être un peu trop rapidement oublié. Alors bien sûr, beaucoup de gens y pensent. On fait de l'accompagnement, on va aider les personnes, mais on ne pourra pas aider 60 millions de Français ou 35 millions pour ceux qui logent sur chacun de leur appartement pour apprendre. Il faudra passer par des moyens plus performants et donc plus intelligents. D'où venons-nous? Rapidement, faisons le parcours parce que d'où nous venons va nous indiquer là où nous devons aller. On a d'abord pris, il y a 20 ans, pris conscience du problème. On s'est dit, il faut faire des audits. On s'est dit, il faut faire d'efficacité passive, plus la production. Je m'arrête une seconde sur la production. Puisque quand on parle intelligence, il faut parler intelligence globale. Et dans le domaine de l'énergie, on n'en a pas parlé une seule fois cet après-midi, ce n'est pas un reproche, mais je vous le dis, si vous êtes passionné par ces sujets, n'oubliez surtout pas que nous allons tous ici dans cette salle, il n'y a pas d'exception, franchir dans les mois qui viennent, dans les petites années qui viennent au plus tard, ce qu'on appelle le point de parité. C'est-à-dire que demain, dans nos logements, dans nos immeubles, dans nos villes, eh bien, nous allons produire une chaleur et une électricité qui coûteront moins cher que ce que l'on achète aujourd'hui sur le réseau. Ce sera une révolution considérable, qui aura des conséquences que je ne vais pas développer ici, mais j'en dirai une comme ça au hasard, c'est que si demain on est tous autoconsommateurs et autoproducteurs, ce que nous achèterons au réseau EDF s'appellera la sécurité, ce ne sera pas le même prix et pas le même poids. Mais c'est un autre sujet. Je reviens à ça, c'est l'évolution dans laquelle nous sommes. Il a fallu bien sûr penser à la gestion des comportements, ça a été extrêmement compliqué, il a fallu y ajouter de l'exploitation pour de temps en temps faire des contrats de performance énergétique, et tout ça nous l'avons fait, soyons humbles, avec les moyens qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'on a découvert cette technique-là. Ce n'est pas une science infuse, ce n'est pas une science absolue, et nous sommes allés pour l'audit d'évaluation, en estimation pour la production, pour la gestion, en complexité pour ce qui est de l'exploitation, et la somme ou la multiplication, appelons ça comme on veut, des estimations par des complexités et par des approximations, eh bien, qu'on le veuille ou non, même s'il y a de belles réussites, moi je le dis en tant que témoin, et je vous apporterai juste après la preuve de ce que je vous dis par un exemple absolument probant, ça donne le risque de résultats aléatoires. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. J'avais cette idée en tête quand je suis allé au congrès HLM, où la Fédération française de l'habitat social a présenté son étude. Et je note qu'elle est quand même, je pense, cautionnée par Philippe Pelletier, le monsieur qu'on a vu avant, qui est le président du bâtiment durable. Je ne vais pas vous faire l'analyse de toute l'étude. Je vous donne simplement deux tableaux, très vite. Un premier tableau qui montre là où ça va ou là où ça ne va pas. Les UBAT, c'est le coefficient, c'est la performance du bâtiment. Je passe sur ce détail-là. Les techniciens savent gérer ce genre de problème, mais il y a la température intérieure. Qu'est-ce que veut dire cette colonne-là? Elle veut dire tout simplement que les Français ne fonctionnent pas sur des étiquettes. Ils ne comprennent pas le ABCDEFG. Ils ne comprennent pas le BBC, le HQE. Les Français ne comprennent que deux choses, leur facture et leur confort. Leur facture et leur confort. Bien sûr que vous trouvez des exceptions. Bien sûr que l'on trouve des... Mais en masse, ça donne ce résultat-là. Ce sont 13 opérations qui ont été choisies, mais au départ, on ne connaissait pas le résultat, et analysées donc par le bureau d'études de la Fédération française de l'habitat social. Les résultats ne sont pas à la hauteur, non pas parce que les gens n'ont pas bien travaillé, non pas parce que les techniciens qui sont ici n'ont pas bien travaillé, mais parce qu'il y a des facteurs qui n'ont pas été pris en considération. Le résultat sur la facture, il est là. C'est qu'on avait prévu ce qui était en rouge et on a ce qui était en bleu. Je ne m'étends pas davantage sur le sujet, mais pour évoquer tout doucement d'où vient le problème. Il vient de deux choses. La première, c'est qu'on a trop souvent oublié l'homme dans cette affaire. C'est lui qui doit être au centre. C'est à lui que l'on doit donner les outils de motivation. C'est à lui que l'on doit donner tous les outils techniques pour pouvoir mieux se servir de ces équipements. Je ne parle pas de domotique, je ne parle pas de numérique, je reparlerai d'intelligence. Parce qu'au fond, c'est simple ce qui se passe. C'est extrêmement simple. Si nous savons tous ici résoudre une équation à deux inconnus, quand il faut dans un bâtiment, dans un logement, déterminer le juste point d'éclairage, le juste point de chauffage ou de rafraîchissement,
en fonction des portes ouvertes, fermées, du nombre de personnes présentes, de la lumière dehors, de la lumière dedans, du temps à l'extérieur, du temps à l'intérieur, du temps des gens qui passent et qui ne passent pas, c'est une équation impossible à résoudre. Impossible. Et donc il faut aider les Français, les citoyens à franchir cette étape-là. Ce qu'il faut, c'est bien évidemment tirer bénéfice de ce constat-là. Il ne faut pas s'en alerter, il faut au contraire s'en servir pour aller plus avant dans les métiers qui sont les vôtres. Rénovation ou intelligence, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Il ne faut pas s'opposer. Moi, je dis aux gens de l'intelligence, travaillez avec ceux qui rénovent pour améliorer leur process. Et je dis à ceux qui rénovent, travaillez avec les gens de l'intelligence pour préparer la maison de demain. Il y a un champ de travail entre les deux mondes qui est extrêmement important et qui, à ce jour, est très peu développé. Il se trouve que je travaille avec les gens du bâtiment parce que c'est mon métier de toujours et que je suis membre de la SBA et je vois les gens qui travaillent dans l'expertise de l'intelligence. Il n'y a pas encore assez de passerelles entre les deux. Les gens de Vinci, Bouygues, Eiffage arrivent tout doucement sur ce marché-là et viennent tout doucement pour voir ce qui se passe et se disent bon sang, il ne faut pas qu'on loupe le coche parce que ça va être important pour nous demain. Il faut remettre l'homme au centre du jeu. Parce que si hier on a parlé étiquette, eh bien aujourd'hui, l'homme, il faut lui parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire non seulement la facture énergétique qui doit être plus basse, le confort qui doit être meilleur, mais en même temps, l'équation, le modèle, je ne vais pas le développer ici, j'ai inventé pour moi un modèle de développement de la performance énergétique, il part de 4 points simples. Premièrement, je veux payer moins cher. Deuxièmement, je veux au moins le même confort. Troisièmement, je veux zéro contrainte. Quatrièmement, je veux être libre. Et si possible, je veux que tout ceci me coûte le moins cher possible. Eh bien, il y a une réponse à cette équation-là, et ça peut être un moteur, que je ne vais pas avoir le temps de développer, mais un moteur important pour aller vers la rénovation. Parce que le citoyen, quand il prend conscience qu'il peut avoir une action sur son bâti, et que peut-être en travaillant avec l'intelligence et en travaillant avec les techniciens que vous êtes, il peut peut-être aller jusqu'à 50 ou 60% d'économie, eh bien tous n'iront pas d'un bloc, mais ils iront beaucoup plus facilement parce qu'ils sauront. Donc il y a un vrai moteur de la rénovation dans ce que tout à l'heure a été évoqué par Emmanuel François, le président de la SBA. Pour faire simple, il faut faire sans pile, sans fil. Et pour résoudre l'équation complexe à cet inconnu, il faut y mettre de l'intelligence, et bien sûr de l'intelligence artificielle, qui, je le précise, n'a rien à voir avec le numérique. Le numérique, c'est du binaire, ça nécessite des interventions. L'intelligence, c'est celle dont on a besoin chaque jour pour vivre sans s'en rendre compte. C'est de cette même intelligence dont on parle sur le plan des techniques qui vont vers l'efficacité énergétique. Et au passage, les résultats, les premiers résultats prouvés de cette solution-là, c'est, en dehors de l'aspect prix que je ne vais pas développer ici, sur le plan du résultat, c'est tout de suite les plus 23% d'efficacité énergétique qui est l'objectif de la France à 2030. C'est tout de suite, à un prix moindre. Moi, je vous le dis, on a un rôle en tant que citoyen qui est déterminant. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est fondamental. Demain, les objets, les logements, les immeubles, puis les villes seront connectés et ouverts, parce que le dialogue devra être possible entre tous. Nous parlons ici le même langage, c'est comme ça qu'on se comprend. Il en sera demain de même pour les systèmes intelligents et pour tous les objets que nous avons dans notre maison. Je fais la parenthèse sur la santé que j'évoquais tout à l'heure, parce que d'aucuns, je l'ai entendu ailleurs, m'ont dit « mais quel rapport entre la santé et l'énergie ?» Je vais vous le donner, le rapport. Sur le domaine de la santé, on en parle peu, mais il y a une bombe, je dis bien une bombe, qui est en marche, et la mort s'est allumée. Et la mort s'est allumée. Quelle est cette bombe? Vous êtes parents. Dans quelques années, vous allez avoir des rapports sur la qualité de l'air dans les crèches de vos enfants, dans les écoles de vos enfants. D'accord? Et vous allez avoir des consignes derrière pour ventiler, quand ce sera suffisant. Je considère que c'est suffisant, qu'il n'y aura pas de gaz toxiques et cancérigènes. Imaginez si c'est ça, la bombe que ça va être sur nos territoires. Mais il faudra de toute façon ventiler 3, 4, 5 fois dans la journée. Il faut que le bâti d'aujourd'hui le prévoie. Et derrière une ventilation, il y a de l'énergie en pagaille. Vous voyez comme tous les sujets sont liés et connectés. Et connectés. Donc tout demain sera connecté et connecté par l'intelligence. Ce sera, bien évidemment, avec un certain nombre de problèmes, mais ce sera comme le téléphone, même si parfois on est
prisonniers de ce téléphone-là. C'est quand même pour plus de services, plus d'économie, plus de liberté, plus de simplicité, plus de confort et plus de santé, mais ça pose deux questions. Ça pose la question première, sommes-nous prêts à subir cette transparence? Parce que là, nous sommes tout doucement en train de mettre nos vies à nu à des gens comme Google. Je ne vais pas ici développer ce sujet. De la même façon, sommes-nous prêts, et je reviens et je conclus, je reviens sur ce que j'ai dit au début, et vraiment je veux vous interpeller sur ce sujet-là. Sommes-nous vraiment prêts à la vraie transition? C'est bien de le dire et d'en parler, c'est beaucoup plus difficile de le faire, et j'insiste, c'est difficile pour chacun d'entre nous. Mais je voudrais terminer par une phrase de Pierre Radin, qui disait que si on a peur de notre lendemain, ça nous fige dans notre action. Et par contre, si on a conscience des opportunités que cela nous donne, c'est de l'espoir qui naît et de l'action qui grandira demain dans nos vies, dans nos villes, dans nos entreprises et dans nos territoires. Merci en tous les cas à vous tous d'avoir participé. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants de collectivités dans cette salle. Oui, je vous connais, y en a-t-il d'autres? Il y en avait d'autres. Mais sachez en tous les cas que tout à l'heure, vous a été présenté le très beau modèle de l'Essonne. Je vous félicite, madame, pour cette initiative. Sachez que demain, il y aura sur le marché des licences pour avoir des services non pas similaires, parce que ça, c'est le haut de gamme, mais des services en tous les cas tout à fait adaptés aux besoins que l'on rencontre dans les villes moyennes et dans les territoires moyens. Voilà. Bonne soirée à vous tous et merci au Crédit Foncier de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, Monsieur le Président.